Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie. Pour cette troisième partie, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, la synthèse de l'actualité 2021 sur Covid et foie et puis sur la transplantation hépatique? Avec plaisir. Donc effectivement, je voulais vous parler de transplantation hépatique et de maladies graves du foie. Et le sujet, comme vous imaginez, s'est imposé à moi et je vais vous parler de la pandémie Covid-19. Alors tout d'abord, pour ce qui concerne les maladies graves du foie, l'histoire a commencé, comme vous vous en souvenez, au printemps 2020, avec très rapidement des données indiquant que le fait d'avoir une maladie chronique du foie était un facteur de risque de mortalité lié à la Covid-19. Au passage, le fait d'être transplanté d'organes aussi, mais j'y reviendrai ensuite. Alors, tout d'abord, on a eu deux cohortes internationales avec finalement des effectifs assez faibles, mais les données étaient très préliminaires. Mais déjà, on voyait que le fait d'avoir une cirrhose, en particulier une cirrhose décompensée, était un facteur de surmortalité. Et puis, on voyait également l'impact de l'âge et de la maladie alcoolique du foie. Rapidement, au sein de la FEF, comme vous le savez, nous avons mis en place un registre national colligeant tous les malades du foie et présentant une infection Covid, quelle que soit la gravité. On a fait une analyse qui a été présentée à la FEF sur à peu près les 1000 premiers malades, donc inclus jusqu'en avril 2021. Je vous rappelle que les inclusions sont toujours en cours et que vous pouvez continuer d'inclure vos patients. Donc sur ces 1000 premiers malades, en gros, il y avait 113 patients qui étaient décédés. Vous voyez qu'ils étaient décédés, comme attendu, essentiellement de causes extra-hépatiques. Et les facteurs de risque de décès étaient le sexe masculin, l'âge, encore une fois, le diabète, l'obésité, la fibrose hépatique avancée et au sein des malades cirrhotiques, les malades cirrhotiques décompensés, et puis là encore, l'étiologie alcoolique de la maladie du foie. Il n'y avait aucun impact de l'immunodépression, soit pour les malades transplantés, soit pour les malades traités par immunosuppresseurs pour une maladie auto-immune, par exemple. Ensuite, on a eu un autre travail français très important, publié par Vincent Mallet dans JHépatol cette année, à partir des données de PMSI, donc des données très très vastes, avec une immense cohorte de patients en France, mettant en évidence deux choses. La première chose qui était très attendue, c'est les points noirs, c'est-à-dire la surmortalité en cas de cirrhose décompensée, pas de cirrhose compensée, mais cirrhose décompensée, en cas de CHC et en cas de maladie alcoolique. Et le point qui était extrêmement original, qui fait beaucoup discuter, qui doit nous faire réfléchir, ce sont les points bleus, bleu clair, qui montrent que malgré ce sur-risque de mortalité, il y avait un sous-risque d'exposition à la réanimation et à la ventilation mécanique, comme si ces patients n'avaient pas accès à ce type de prise en charge. Également l'impact de la pandémie, essentiellement au cours de l'année 2020, sur le carcinome hépatocellulaire. Là encore, une étude française mettant en évidence, comme attendu, que le nombre de patients qui ont été présentés en RCP de CHC a diminué très largement au moment de la première vague et qu'en plus, il y a eu un retard à la prise en charge qui était estimé à plus d'un mois, donc pas dramatique. Et on voit que ce retard de prise en charge n'était absolument pas lié à un taux significatif de malades Covid. Il y en avait quelques-uns, mais finalement assez peu. Alors, pour ce qui concerne la transplantation hépatique, la pandémie Covid-19 a eu un impact, comme vous le savez, majeur. L'Agence de la biomédecine en France a rapidement colligé tous les cas de patients, soit en attente, soit greffés, quel que soit l'organe qui présentait une infection Covid-19. Donc vous voyez que ça représente évidemment beaucoup de transplantés du rein, mais aussi le foie, le cœur, le poumon. Un point qui est très important, c'est la mortalité, donc à la fois pour les malades en attente et pour les malades greffés. Donc tout d'abord pour les malades en attente. Donc vous voyez sur la partie gauche de l'histogramme le pourcentage d'infection chez les candidats, entre 5 et 10%. Et vous voyez le taux de décès chez les patients en attente de transplantation. Et vous voyez que le fait d'être en attente de greffe de foie, et ça confirme les résultats que je vous ai présentés juste avant, c'est une situation où il y a un risque de décès qui est plus important par rapport aux malades, par exemple, en attente de greffe de poumon ou de cœur. Et pour la dialyse, c'est à peu près la même chose. Et on sait que la dialyse et l'insuffisance rénale
sont un facteur de risque de mortalité. Pour ce qui concerne les patients transplantés cette fois, vous voyez là aussi à peu près 6 à 7 % de patients infectés parmi les greffés, ce qui est beaucoup. Et vous voyez que pour la mortalité, ce n'est pas du tout pareil que pour les malades en attente, et on voit que les transplantés du foie pourraient avoir une mortalité finalement réduite, à moins de 10 %. Je reviens aux données anglaises. Très tôt, on a rapporté que le fait d'être transplanté d'organes, c'était un facteur de risque de mortalité, mais le point important, c'est que ça peut être lié soit au fait d'être greffé, donc en gros le traitement immunosuppresseur, mais ça peut être lié aussi aux très nombreuses comorbidités qu'ont ces patients, métaboliques, l'insuffisance rénale, le cardiovasculaire, les cancers. En France, on a une analyse, là aussi, des données du PMSI, qui a montré, qui a confirmé que l'âge est un facteur, comme vous le voyez, très très déterminant de la mortalité. Et vous voyez qu'on devient vieux à 45 ans, ce qui ne nous fait pas très plaisir, mais c'est comme ça. Et on voit que les maladies chroniques du foie, facteurs de risque de mortalité, et au sein des transplantés, on voit que tous les transplantés d'organes sont à sur-risque de décès, sauf les transplantés hépatiques, et probablement là encore en raison de comorbidités qui sont différentes. Alors la bonne nouvelle de 2021, ça a bien sûr été la mise à disposition des vaccins. Ça c'est Pasteur tel qu'on le connaît, ça c'est le nouveau Pasteur. Donc bien sûr que ça a changé complètement la prise en charge et l'évolution de la pandémie, mais on s'est rapidement rendu compte que les vaccins étaient peu efficaces, ou en tout cas moins efficaces, chez les malades sous immunosuppresseurs, et en particulier les transplantés. Les barres noires qui sont à 100%, malheureusement, c'est les contrôles. Et vous voyez que dans toutes les cohortes qui ont été rapportées, on voit un taux de séroconversion, soit après une dose, soit après 2 doses, qui était très, très significativement réduite chez les malades transplantés, quel que soit l'organe. Là encore, des travaux français qui ont montré rapidement qu'il y avait un certain nombre de facteurs de risque de non-séroconversion, en particulier le délai depuis la transplantation. C'est essentiellement des données de transplantation rénale, parce que ça représente la majorité des transplantés, comme vous savez, mais on a extrapolé toutes ces données aux patients transplantés hépatiques. Et dans le traitement immunosuppresseur, ce qui est probablement très déterminant, c'est l'utilisation des antimétabolites. Donc actuellement, le mycophénolate et pas l'Immurel, et ça représente une très grande partie des patients. Finalement, le régime d'immunosuppresseur le plus délétère pour la séroconversion, c'est l'association de tacrolimus, de MMF et de stéroïdes, qui est une immunosuppression standard en greffe de rein, mais aussi en greffe de foie. Également, rapidement, on a rapporté, encore en France, qu'il y avait de nombreux cas de Covid chez les patients transplantés et vaccinés, même après 2 doses. Et c'est ce qui a conduit très rapidement à la recommandation de faire une 3e dose de vaccination avec les vaccins ARN messagers. Et ça, c'est une étude publiée par Nassim Kamar de Toulouse, encore une fois en transplantation rénale, mais qui montre bien qu'après 3 doses, on n'atteint pas les 90-95% de la population générale, mais un taux correct, c'est-à-dire aux alentours de 70-75%. Et donc, on recommande chez les transplantés de faire systématiquement 3 doses et pas 2 pour les vaccins ARN messagers, qui sont ceux qui ont été largement utilisés. Pour les cirrhotiques, on en a parlé un peu tout à l'heure pour l'hépatite B. Vous savez que les cirrhotiques sont aussi réputés comme beaucoup moins bons répondeurs aux vaccinations. On a beaucoup moins d'informations, mais pour l'instant, ça c'est un exemple d'un papier américain, incluant à la fois des malades chroniques du foie, des cirrhotiques et des immunodéprimés. Et on retrouve l'impact de l'immunosuppression, mais on retrouve un impact finalement modeste de l'existence d'une cirrhose. Une autre façon de voir les choses, c'est un papier là aussi anglais, montrant le risque de mortalité ou de retour à l'hôpital pour le Covid-19 chez des patients vaccinés complètement. Et on voit que la cirrhose est un facteur de risque de mortalité et d'hospitalisation. On peut supposer que c'est au moins en partie lié à un taux d'immunisation insuffisant. L'optimisation ou les alternatives à la vaccination quand ça ne marche pas,
Chez les transplantés, on a recommandé éventuellement dans certains cas une 4e dose. Le cocooning qui est très important, c'est-à-dire vacciner l'entourage pour protéger le malade à risque, donc le greffé. La modulation de l'immunosuppression, ça a été un peu fait, en particulier en transplantation rénale, et en particulier l'arrêt transitoire du mycophénolate, comme je vous ai expliqué que c'était le facteur de risque prédominant. Et puis également l'utilisation d'anticorps monoclonaux, même si vous savez que ça a été assez difficile en France, à la fois pour des raisons d'approvisionnement et des raisons de logistique, de mise en œuvre de ces anticorps monoclonaux. L'impact du Covid-19 a été majeur sur l'activité de greffe de foie en 2020, mais malheureusement aussi en 2021. Ça, c'est les chiffres de 2020, toujours de l'Agence de la biomédecine. Et il y a eu une grande diminution d'activité liée à la diminution du prélèvement, parce que bien sûr, les réanimations étaient bien plus occupées à s'occuper des malades Covid qu'à la prise en charge de donneurs d'organes. Donc vous voyez qu'il y a eu une diminution très importante. Il y a eu un premier pic au printemps et un deuxième pic pendant l'hiver, première vague et deuxième vague. C'était vrai aussi pour les donneurs Maastricht 3, donc après arrêt cardio-circulatoire. On est dans une phase de croissance exponentielle de ce type de donneurs et ça a été largement freiné en 2020. Je ne vous ai pas mis de données pour 2021, mais heureusement, l'activité a repris. Et pour les donneurs à cœur arrêté, la croissance a repris, et heureusement. Alors, moins de prélèvements, donc moins de greffes. Donc par rapport à l'année précédente, en 2020, il y a eu 228 transplantations en moins, sur à peu près 1300, donc ce qui est très très significatif. Et puis surtout, une augmentation du taux de mortalité sur liste, très important, à cause de cette pénurie de greffons. Et cette pénurie de greffons a affecté, pour les malades en attente pour cirrhose, différemment en fonction du score d'attribution, avec un impact majeur sur les malades avec une cirrhose modérément grave évaluée par le score de MELD d'entre 25 et 30. Également un impact sur le CHC qu'on ne voit pas très bien sur la figure parce que les effectifs sont très importants. C'est statistiquement significatif et on peut craindre que l'effet se poursuivent avec le temps parce que toutes les greffes qu'on n'a pas faites pour CHC, on ne pourra pas les rattraper. Et puis également pour les malades qui ont une composante expert à 650 points, en particulier les acides réfractaires et l'encéphalopathie hépatique. Alors, mes conclusions sur les interactions entre les maladies du foie, cirrhose, transplantation et la pandémie Covid, c'est que bien sûr les malades du foie sont à risque de Covid grave, soit à cause du foie, par exemple en cas de cirrhose, soit à cause de comorbidités, l'alcool, les transplantés. Et il y a un facteur qui est toujours extrêmement dominant, en dehors de d'ailleurs toute autre maladie, c'est l'âge. On a posé la question de l'accès aux soins des malades du foie graves, en particulier pour maladie alcoolique du foie. Et ça reste une question. Les données de l'article de Vincent Mallet sont des données quelque part de registre, donc il faudrait pouvoir les analyser un peu mieux que ça. Pour ce qui concerne l'impact sur la prise en charge du CHC hors greffe, on peut penser qu'on a rattrapé le temps perdu. Par contre, pour l'activité de greffe, ce qui est perdu. Tous les malades qu'on n'a pas greffés, on ne pourra pas ou très très difficilement rattraper. Et je finis sur une note d'espoir qui est bien sûr la vaccination, mais vous avez vu que ce n'est pas très simple. On commence maintenant les injections de rappel et la compréhension des malades n'est pas très facile, en particulier les greffés. En parlant de deuxième injection, troisième injection, rappel, quatrième injection, ils sont complètement perdus. Et il faut faire l'effort pédagogique de leur expliquer. Et si on me demande ce que sera 2022, je serais bien incapable de vous le dire. Et je ne pêcherai pas par excès d'optimisme. Merci Jérôme. Comment on s'en sort pour les vaccins contre le Covid, que ce soit chez les cirrhotiques, chez les transplantés? Est-ce qu'il faut un schéma fixe ou est-ce qu'il faut adapter le schéma de vaccination en fonction du taux des anticorps? Quelle est ta pratique? Qu'est-ce que tu recommandes? En fait, pour les cirrhotiques, on n'a, à mon avis, pas suffisamment de données pour proposer un schéma différent du schéma standard.
Pour les transplantés, on a émis des recommandations à la Société francophone de transplantation. Dans un monde idéal, donc on a recommandé de faire 3 injections. On a recommandé de faire un taux d'anticorps pour identifier les malades qui n'étaient pas du tout protégés. Et cela, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les alternatives, en particulier les anticorps monoclonaux, parce qu'on aura probablement beaucoup plus d'anticorps monoclonaux à l'avenir. Au passage, on n'est pas certain du seuil de protection du taux d'anticorps, mais on admet que maintenant c'est autour de 260 BAU par millilitre, donc des unités un peu particulières de neutralisation. Donc c'est le seul chiffre qu'on peut retenir. La 4e dose, ça s'adresserait aux malades qui ont des anticorps mais qui n'atteignent pas les fameux 260 BAU. Donc on peut faire une 4e injection, si possible, 1 mois encore après la 3e. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis ensuite, on fait le rappel. Donc vous savez qu'on fait le rappel à 6 mois, mais que les immunodéprimés peuvent avoir le rappel dès 3 mois, parce qu'on suppose, là il y a moins de données, on suppose que la durée de la protection est moindre. Donc on peut proposer des rappels dès 3 mois après la dernière dose du schéma initial. En général, 3 injections, mais parfois 4. Je dois quand même dire qu'en pratique, on se rend compte que même si on a fait des recommandations, elles n'ont probablement pas été très largement appliquées par défaut d'information. Je reviens sur le rappel. On entend à la radio ou on voit à la télé des recommandations qui paraissent assez simples. Et quand on discute avec les malades, ils n'ont pas du tout entendu ce qu'on entend à la radio. Donc il y a vraiment un très très gros effort à faire. Merci beaucoup Jérôme. Merci.